Salam alaikum, Azul, bonsoir. Nul besoin d'être dans le secret des Rbob Dzaïr, comme ils disent, ni d'être un fan initié du sérail pour comprendre que la situation du régime est très volatile, voire intenable, voire explosive. Le régime algérien est en crise majeure. Il est miné de son propre intérieur par un affrontement de plus en plus dur entre les principaux barons du système, une situation qui finira par gravement dégénérer si elle se poursuit outre mesure. Ce régime est assiégé dans ses fondements même et jusqu'à l'international par un Hirak qui a compris que son pacifisme est son meilleur atout face à une police politique qui ne tire sa force que de la violence qu'elle insémine elle-même dans le corps social comme à son habitude. Et comble de la complication, un assèchement très grave de cette rente qui permettait d'huiler les mécanismes et d'anesthésier les masses. Le régime, et plus précisément les chefs de l'armée, et plus précisément encore les généraux de la police politique, et tous leurs collaborateurs, à tous les niveaux du commandement de la machine tentaculaire, et tous les relais d'importance, savent désormais qu'ils n'ont plus le choix, que la seule voie de salut relatif qu'il leur reste est d'aller dans le sens des revendications populaires. Il se sait désarmé, ce régime aux abois, et il sait qu'il ne pourra pas recourir à la troupe pour des raisons diverses, dont celle qui le hante, qu'elle pourrait se retourner contre lui dans un scénario décliné à la portugaise. Son seul exitoire, si tant est qu'il y ait en son sein des décideurs un tant soit peu perspicaces, est donc d'aller vers une autre étape, une transition politique où il annoncerait clairement et de façon audible son intention d'entrer dans un processus qui puisse restituer à terme la souveraineté au peuple algérien. Mais, quelle que soit sa lucidité et sa bonne volonté, s'il opte pour un tel processus, il va trouver sur son chemin autant en son propre sein que dans celui du Hirak, de la résistance, voire de l'hostilité. Parce qu'il a trop envenimé les relations des uns et des autres. Parce qu'il traîne trop de casseroles et qu'il n'est plus crédible, y compris pour ses propres membres. Mais les pressions sont trop fortes. Et l'habituel SMIG du consensus entre les membres les plus importants de la décision politique n'a plus cours. Ils sont quasiment à couteau tiré, dans une ambiance très épaisse, où les équilibres changent constamment, où les tiraillements sont de plus en plus clivants. La selmia de la contestation ne leur facilite pas la chose, comme je l'ai déjà dit. Le pacifisme et le civisme étant des armes redoutables dans ce genre d'équation, parce qu'elles procèdent de l'éveil politique des masses, comme on dit. Si une telle orientation, celle d'une option pour un processus transitionnel, pourrait se cristalliser réellement, le régime n'aurait pas d'autre choix que d'ouvrir le champ politique et de faire cesser ces menées subversives. Ça ne serait pas praticable sinon. Mais ce régime
pour suicidaire et obstiné qu'il a toujours été, n'ira pas jusqu'à jouer vraiment franc jeu. C'est prévisible. Ce serait de l'angélisme que de le penser seulement. Il inclinera naturellement à garder cet avantage des leviers dont il dispose. Donc, tous les moyens de l'État, dont la force publique sous toutes ses déclinaisons et jusqu'à l'armée. Et il voudra tout naturellement aussi garder le contrôle le plus total sur les mécanismes qui orientent les événements, mais aussi sur celui qui permet de puiser et de se servir de façon et d'autre dans les ressources du pays. Et tout indique aussi, sauf affrontement ouvert entre les forces des catégories de décideurs qui se superposent au sein des vrais centres de décision, mais aussi de nuisance, que quelque chose pourrait se mettre en marche plus tôt qu'on ne le pense. La seule issue raisonnable qui reste est celle d'un processus transitionnel sérieux et praticable, dans un consensus généralisé, qui tire sa raison d'être de la nécessité d'épargner aux Algériens des complications que plus personne ne pourrait contrôler. Il semble, en tout cas, que personne n'ait le choix. Une transition qui puisse aller vers le meilleur ne peut se faire qu'avec les deux partis qui se disputent le pouvoir. Un peuple déterminé à le recouvrer et une organisation qui sait désormais qu'elle ne pourra plus le garder, mais qui comprendra forcément qu'elle doit manœuvrer de façon à négocier au mieux les conditions de son propre départ. Un régime entre boycott annoncé et transition concoctée. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter de nouveau. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à mon ami Idir. Votre ami Idir Ounoren, qui est avec nous, analyste politique. Merci Idir d'être avec nous. Merci pour votre invitation et je salue Ibrahim et toutes celles et ceux qui nous regardent ce soir. Merci. Et avec nous depuis Alger au téléphone, Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de l'invitation. Bonsoir M. Younsi, bonsoir M. Anouane. Bonsoir à toi. Bonsoir M. Tabou. Alors, mes chers amis, nous allons commencer, si vous le voulez bien, dans cette émission par parler d'abord de ce boycott annoncé, comme le dit le titre de l'émission, pour les législatives du 12 juin, où plusieurs forces sont en train d'annoncer qu'elles se retirent, surtout le Hirak, particulièrement le Hirak, et aussi d'autres mouvements ou partis, ou appelons-les comme on veut, qui disent vouloir participer à cet événement et qu'ils seraient, nous allons les écouter tout à l'heure, particulièrement décisifs pour la suite des événements. Et nous allons commencer par Karim Tabou. Karim Tabou, votre avis sur les prochaines échéances électorales fixées par le régime, le 12 juin. Merci, je pense il y a d'abord la question de fond qu'il va falloir reposer à chaque fois. Il serait faux de laisser croire aux Algériens que le sujet politique aujourd'hui
est situé entre les participationnistes aux élections et les boycotteurs des élections. Si nous posons de cette manière la question, on est dans le jeu du pouvoir. Par contre, aujourd'hui, la question qui se pose, qui est avec le pouvoir et qui est avec le peuple? La vraie équation se pose comme ça. Parce que au milieu, le pouvoir manipule des relais, actionne la presse que vous connaissez bien, qui est là en train de tenter toutes les manipulations. Elle veut réduire une revendication très importante du peuple algérien qui demande le changement, la démocratie, l'état de droit. Et à côté, il y a un pouvoir qui donne l'apparence, qui fait semblant de conduire une transition avec de faux partis politiques, avec de fausses élections, avec un faux référendum sur la Constitution et avec un président qui n'est pas élu par le peuple. Donc aujourd'hui, il est important de clarifier cette question et que les partis politiques qui sont remis en selle par le pouvoir, et de quel parti politique parlons-nous? Ce sont des partis politiques qui font partie de la crise. Ce sont des partis politiques dans leur majorité, je ne généralise pas, ils sont en partie responsables de la crise. Bouteflika a eu des gouvernements... Quand vous dites, Karim Tabou, quand vous dites ils sont en partie responsables de... Karim Tabou, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Quand vous dites au sujet de ces partis, ils sont en quelque sorte responsables de cette crise, est-ce que vous ne leur donnez pas beaucoup plus d'importance qu'ils n'en ont réellement? Non, ils persistent. Lorsque vous avez un président, entre guillemets, qui est dénoncé par tout le peuple algérien, et il organise un défilé de mode, il reçoit les partis politiques qui prétendent justement lui exprimer les revendications de la population, ils sont responsables. Ils assumeront devant l'histoire et devant les Algériens leur complicité avec le pouvoir qui, à chaque fois, trouve une classe politique maison, prête à tous les emplois. Et la réalité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chef politique dans le Hirak parce que les partis politiques considèrent aujourd'hui que leur avenir est tributaire et lié au maintien du pouvoir plus qu'au départ du pouvoir. Il est clair que le Hirak a montré son aptitude à apporter des idées nouvelles, des revendications claires, dans une mobilisation historique qui ne donne plus de marge de manœuvre aux gens qui ont l'habitude de s'arranger des équilibres avec le pouvoir en souterrain. Et restez avec nous, Karim Tabou, je reviens à vous dans un petit moment. Brahim Younsi, mais avant de vous donner la parole, nous allons écouter d'abord M. Bengrina et puis Mme Louisa Hnoun juste après lui. إن قطار الإصلاحات الذي انطلق من تنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة ومكننا من تنصيب رئيس للجمهورية ومكن حينها من استعادة الشعب لجمهوريته المختطفة بتنصيب رئيسا للجمهورية سيواصل مساره بتنظيم قريب انتخابات برلمانية ومحلية. نرى في حركة البناء الوطني أنها تتطلب أولا ضمان التنافسية الشريفة وعليه نقترح اعتماد ميثاق الشرف الانتخابي للحفاظ على نزاهة الانتخابات. نحن منفتحين لأي اقتراح من الاقتراحات لكن نحن متحالفون مع كل قوى المدافعة عن الحل الدستوري من أجل إنفاذ الاستحقاق الانتخابي يوم 12 جوان وإنفاذ الاستحقاق المحلي بعده من أجل تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات من أجل ما بعد 12 جوان من أجل فتح قوائمنا لكل الثوابتيين الذين لا وعاء لهم أن يترشحوا معنا في حركة البناء. Et Mme Louisa Hnoun. Et à l'affaire avortée.
إن اللجنة المركزية وردا على تساؤلات التي طرحتها الأمينة العامة في تقريرها الافتتاحي حول مسألة استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 12 جوان المقبل. اللجنة المركزية إذن ردت كما يلي: أولا، لا ثم لا، لن يجسد تنظيم التشريعيات المقبلة الشروع في تفكيك النظام البالي الموروث عن نمط الحزب الواحد والذي ثارت ضده أغلبية الشعب، بل بالعكس، هذه الانتخابات هي جزء من مسار انتخابي. Alors, et plus loin, elle dit que son parti boycotte clairement et franchement ces élections. Brahim Younsi, vous avez entendu un peu l'un et l'autre côté, le son de cloche, j'allais dire. Je crois que, d'abord, les deux voix que nous avons entendues tout de suite sont des voix insignifiantes. Dans quel sens Politiquement insignifiantes et du point de vue de la force, elles sont insignifiantes. Mais il me semble que la formation de Louise Hanoun soit un peu plus étoffée que celle de M. Benguerina. Peut-être, mais elle reste... il me semble, du moins... Elle reste... C'est le pouvoir qui lui a donné médiatiquement la force que le Parti des travailleurs n'a pas, il faut le dire. Oui, il faut le dire. Oui. Je crois que les seuls partis qui ont de la force, nous les connaissons. Nous les connaissons. Le sujet n'est pas là. Ces gens-là m'intéressent moins parce qu'ils ont toujours été du côté du pouvoir, qu'on le veuille ou non. D'accord. Ceux qui m'intéressent, ce sont les partis ou les personnalités, entre guillemets, qui aujourd'hui sont, à mon avis, dans une attitude munichoise. Nous assistons à un Munich de 1938. Les gens se rendent au pouvoir pour aller vers des élections dont nous savons pertinemment qu'elles sont préfabriquées. Et là, je rejoins totalement ce qui vient d'être dit par Karim Tabou. Que dit le peuple? Je ne dis que ce qu'il dit, je ne parle pas au nom du peuple. Oui. Le peuple a exprimé des exigences. Je dis bien des exigences, même si Tabou a parlé de revendications. Il exprime des exigences depuis déjà le 22 février. Ce sont des exigences et des exigences lourdes qui sont posées en des termes précis. Que le pouvoir s'en aille. Il n'a pas, à ma connaissance, et je ne crois pas être atteint de surdité, qu'il ait exigé des élections. Il n'a pas exigé. Bien au contraire, il les a rejetées. Oui, mais quand vous dites le peuple, Brahim aussi, moi je préférais que vous disiez le Hirak. Oui, moi je dis, quand je dis le peuple, parce que quand je dis le peuple, je me fais un peu l'avocat du diable. Oui, oui. Mais beaucoup de gens du régime vous disent non, mais pourquoi vous dites le peuple? Parce que c'est pas tout le peuple qui. Je peux couper la poire en deux. Allons-y. Considérant les Algériens comme étant une communauté de citoyens, on aurait réglé le souci. Voilà. Très bien. Alors, Brahim aussi, pardon de vous avoir interrompu. Et nous savons pertinemment. Et un sociologue américain nous l'a appris, David Easton, plus il y a d'exigences, plus le pouvoir ou les pouvoirs ou le système, lui parle de système, suscite des soutiens. Moins le pouvoir ou le système... Plus il y aura d'exigences, ça veut dire venant du peuple. Évidemment, c'est pour ça que je parle de peuple. Oui, d'accord. Oui. Faisant de cette communauté de citoyens que préfère mon ami dire, mais venant du peuple. Oui. Plus il y a d'exigences, plus le pouvoir a moins de soutien. Et lui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de quémander, de demander? Des soutiens. Et moins il a de soutien, et plus il s'affaiblit. Et l'effondrement n'est pas loin. Et vous n'avez pas l'impression que ce régime, ce système dont vous parlez, n'est plus d'accord ou en accord avec ses propres projets? On sent comme un flottement en son sein où une partie du régime ne serait plus d'accord pour ces mêmes élections. Nous en avons parlé, vous aviez parlé d'équilibre, j'ai toujours parlé d'équilibre. Quels sont les équilibres? Et Karim Tabou a parfaitement raison de signaler cela.
pour ce qu'il connaît, je veux dire, là où il est à l'intérieur, c'est-à-dire de la Révolution. Oui. Quels sont les équilibres dans la Révolution? Et ces équilibres, on va les voir bientôt. Quels sont ceux qui ont été ou qui sont encore à la pointe de cette révolution, vont rejoindre les élections et ils deviendront, par voie de conséquence, des soutiens du système. Qu'ils le veuillent ou non. Qu'ils le veuillent ou non. Et les équilibres, et je crois que j'en ai parlé il y a une quinzaine de jours, et les équilibres qu'il y a à l'intérieur du système. Et ces équilibres, ils sont stables ou ils sont mouvants, ils sont changeants? Aujourd'hui, dans la Révolution, il me semble, même s'il y a, et on l'a vu dans un débat chez vous, à Al-Magharibi à samedi dernier, on a vu les clivages entre deux tendances. Oui. Je peux dire les noms. Et là encore, je crois que Karim Tabou et Fodil Boumala se rejoignent à la fois sur l'analyse et sur la stratégie. Je suis désolé de dire que, comment il s'appelle, Qadi Hassan est dans la participation. Et Qadi Hassan est allé... je n'ai pas eu cette impression. Moi non plus. Je n'ai pas eu cette impression. Parce qu'il a parlé, moi je crois peut-être j'interprète mal, parce qu'il a parlé d'élections, pour aller aux élections. Il a même dit qu'il y avait des représentants désignés quasiment par le pouvoir, alors que j'entends moi Karim Tabou qui dit la légitimité ou la légitimation par les prisons, je n'en veux pas. Or, j'avais l'impression qu'il prônait plutôt une prise de bec, j'allais dire, une prise de parole avec le régime pour aller vers des discussions qui ne soient pas réellement. C'était pas mon sentiment, peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe parce qu'il a parlé de Zoubida Assoul qui a fait des propositions d'élections présidentielles anticipées, etc. Bon, je crois que l'un... Sans pour autant estimer de la valeur de leurs propositions. Il a dit ce sont des propositions, elles valent ce qu'elles valent. Ce que je veux dire, je ne suis pas en train de faire que je ne connais pas personnellement, Qadi Hassan, ni Fodil Boumala d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que, comme Tabou, Fodil Boumala s'est situé dans la Révolution. De l'intérieur, dans le peuple. Alors, Idir, avant de donner la parole, nous allons écouter cette fois-ci M. Jilali Sofiane et Makari. Eux, là, ils sont à peu près d'accord. On va les écouter. هنالك استحقاق مهم جدا في 12 جوان. الإخوان اللي حابين يقاطعوا من حقهم. تحب تقاطع وتفهم الموقف نتاعك وتروح تتكلم مع المواطن حقك. ولكن انت حبيت المقاطعة وتضغط على الناس باش ما يصوتوش حتى وإلا كانت الإرادة نتاعهم، هذا مش من حقك. ولازم إما أن تنجح وتكون هذه المرة فرصة حقيقية لاجتماع الجزائريين وتآلف الجزائريين وتوافق الجزائريين وتعاون الجزائريين والتركيز على الأولوية وهي أولوية التنمية ورفاه الجزائريين وسعادة الجزائريين ورفع مستوى المعيشة على الجزائريين بالعمل وبالجهد. وإما تكون العياذ بالله فرصة أخرى ضائعة وقد تكون لا قدر الله الفرصة الأخيرة المحطة الأخيرة، لأن الظروف الموجودة اليوم ما كانتش موجودة البارح. ما زلنا عايشين بقطرة البترول. Monsieur Mokhari qui vous dit c'est la dernière chance où on l'apprend et c'est tout, hein, le bonheur, le travail, il a tout cité, hein, Saada, Rafahia, le tout. Où vous ne la ratez pas et c'est une chance non seulement perdue, mais ce sera peut-être la dernière chance. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire avec ces élections, c'est le tout va, où l'Algérie s'en sort, où elle plonge. C'est le chaos. Ouais. Et Sofiane Jilali qui vous dit, vous avez le droit d'appeler au boycott, mais n'empêchez pas les gens de voter. Pour revenir à la première question dont vous a partagé avec Karim Tabou et Ibrahim, quoi dire? Moi, je rejoins en partie aussi l'analyse de Karim Tabou qui est juste et qui l'équation telle qu'il l'a posée, c'est la bonne direction. Maintenant,
l'opérabilité, comment faire pour densifier justement cette pensée-là, que moi je la partage, et c'est une piste très intéressante, parce que ça ne peut pas se résumer à une équation entre les pro-élections et ceux qui boycottent. Mais je vais sortir de là, parce que Brahim et Karim ont déjà assez dit là-dessus. Quant aux deux intervenants, je ne parlais pas de Louisa Hanoun ou de l'autre, c'était qui déjà? Je n'ai même pas. Benguelina, M. Benguelina. Non. Bon, il s'est présenté aux élections présidentielles, il a terminé deuxième. Dans quelles conditions? Mais pour M. Sofiane Djilali, que je salue d'ailleurs, moi je veux bien entendre ce qu'il me dit. Mais moi je lui demanderai, puisqu'il a une capacité d'influence apparemment, c'est qu'il donne le même temps de parole aux gens qui ne veulent pas aller aux élections. Il n'y aurait plus de problème. Ce serait ça la nouvelle Algérie, à la limite. Il donnerait des signes évidents de vitalité démocratique. Même temps de parole à quel niveau? Dans les médias? Dans les médias, et si il s'agit de répartir la parole politique. Les gens qui boycottent ont le droit de s'exprimer dans tous les médias. Ils ne doivent pas faire l'objet de censure. Alors, moi je souhaiterais qu'il use de son influence afin que Madame Louisa Hanoun qui veulent boycotter un temps de parole équivalent à ceux qui font campagne, ou alors dans un cadre politique et dans un cadre de débat. Ça, vous soulevez quelque chose de très, très, très important. Chose qui n'arrivera jamais, bien sûr. Non, mais évidemment. On est dans le plan formel, je veux dire, on est dans le plan formel. Ça c'est le premier élément. Tandis que quand j'entends M. Mokali, c'est l'homme de toutes les compromissions. Je me demande comment on peut... D'abord, je me demande comment il peut durer à la tête de son parti avec des mots comme ça et ces menaces subliminales en disant où c'est les élections, on sort de la crise et il y aura sûrement une embellie économique, etc., où c'est le chaos. Mais ça, de toute façon, il a une pensée stérilisante et je crois qu'il ne faut même pas s'attarder. Mais cependant, il y a des noms comme M. Mokri, comme M. Bengrina, comme d'autres, dont l'histoire va définitivement retenir le nom. Et là, c'est une question de temps. Et je ne dirais pas à la poubelle de l'histoire, on n'a pas l'habitude de parler comme ça. Ils seront comptables, d'abord devant leurs militants, devant leurs familles. Vous savez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le pouvoir, d'abord, il est en panne d'idées. Il est en panne de projet. 2. Il est en panne, je l'avais dit la dernière fois, il y a quelques semaines, en panne de stock. Moi, je me demande comment un cadre ou quelqu'un qui aurait la surface nécessaire pour être ministre ou pour diriger une grande entreprise puisse adhérer à un système comme ça dans une dialectique diabolique, corrompue, corrupteur. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il n'est plus capable que de recruter les plus incompétents, les plus... Et puis on le voit. Il est rentré dans son principe de Péter. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, à savoir qu'il est en manque de soutien. Donc il ressuscite... Il ressuscite les anciens. Tous les cadavres, parce que ce sont devenus des cadavres. Et non seulement il ressuscite les cadavres, mais il en crée de nouveaux avec Nida Al-Watan, par exemple. Oui, c'est dans la même logique, dans la même... C'est un parti mort-né. D'autre part, ce pouvoir en a conscience, me semble-t-il. C'est qu'il est arrivé au summum de sa puissance. Maintenant, je pense... Non, mais il est en train... il est arrivé à un certain moment. Ce n'est plus le cas. Il est arrivé, justement, on ne va pas définir le moment. Oui. Bon, que lui reste-t-il? Que le déclin. C'est au moment où ce pouvoir, ce système est dans le déclin, pour parler comme Ibn Khaldoun, qu'il appelle les gens et peut-être veut-il rapiécer, mettre un peu d'emplâtre sur une jambe de bois. Eh bien, justement, ça va être le deuxième volet de notre émission, puisque moi j'ai pensé que plutôt que le déclin, peut-être voudra-t-il aller vers la seule alternative qui lui restera, la transition, mais à condition de la diriger, de la contrôler lui-même. Mais nous allons y arriver dans un moment. Cela dépend des conditions de la transition. Absolument. Karim Tabou, avant de vous donner la parole, je vais vous lire quelques titres de presse. Louisa Hanoun, les résultats des élections sont connus d'avance. Liberté, les soutiens de Bouteflika ressuscités. Maghreb Online, la prochaine législative, un rendez-vous crucial pour l'avenir de l'Algérie.
le soir d'Algérie, Abou al-Fadl, le FLN confortera son statut de première force politique. Algérie 360, législative, le Parti des travailleurs annonce sa non-participation. Wakalat al-Anba al-Jazairiya, l'APS, FLN, le peuple sera le seul et unique arbitre lors des prochaines législatives. Louisa Hennoun l'a annoncé officiellement, le PT décide de boycotter. Africa News, enfin, Algérie, le Hirak s'insurge contre les élections législatives anticipées. Est-ce que c'est le cas, Karim Tabou, est-ce que le Hirak s'insurge contre les élections législatives anticipées? Vous savez, quand vous ramassez toutes ces prises de position, vous arrivez à la conclusion, à la vraie définition de la compromission. La compromission, en fait, c'est un mélange entre la moquerie plutôt, et cette nouvelle génération d'opportunistes irrésistibles à l'attrait de la mangeoire. Ce sont les deux composants de la compromission. Bien sûr qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une classe politique qui, en tout cas, n'a pas jugé utile de descendre dans la rue et n'impacte plus la société. Et il se sait très bien que son avenir dépend du poids que va lui accorder le pouvoir lui-même. Ces partis politiques ont fini par comprendre que dans ce système politique qui est le système actuel, ils trouvent plus de l'intérêt à chercher les ancrages dans les institutions du pouvoir que de chercher les ancrages dans la société. Donc je pense que cette classe politique est jugée par l'histoire et considérée comme partie de la crise, comme je l'ai dit au début. Oui, mais Karim Tabou, qu'est-ce qui empêche en l'état des choses, les uns pour, les autres contre, qu'est-ce qui empêche le régime d'aller au bout de son idée, comme il l'a fait pour les élections de Tebboune, comme il l'a fait pour le référendum sur la Constitution, même si 90% des gens sont contre, il va faire voter un minimum et il va frauder, bourrer, et il vous dit, ça y est, c'est bon, le peuple a choisi son Parlement. Oui, mais la question est à poser au pouvoir, après avoir désigné le président, imposé une constitution, mise en place du Parlement, et le peuple est toujours à l'extérieur. La question se pose beaucoup plus pour le pouvoir que pour le Hirak. En fait, vous avez tout fait pour ne régler aucun problème, bien au contraire. Vous avez compliqué la situation du pays, la crise du pays. Et bien sûr, il va essayer, comme il l'a fait pour les présidentielles, il va passer des députés, ils vont venir à l'Assemblée, ils vont être obligés d'être escortés et protégés par la police. Protégés de quoi? Protégés du peuple. Il n'y a pas une démocratie dans le monde qui fait que la police protège les élus de leur peuple. Ça, on l'appelle la dictature, on n'appelle pas la démocratie. Pour être simple. Et la question du Hirak, je pense que le Hirak n'a pas attendu que l'on fasse des opérations de bricolage d'élections. Le peuple a demandé un changement profond. Le peuple a demandé que l'on donne définitivement le droit au peuple algérien de décider lui-même de son avenir. Ces gens-là, ils ont géré le pays pendant 60 années. Ils l'ont conduit vers le mur, vers la crise. Oui, mais Karim, pardon de vous interrompre encore une fois. C'est vrai que Tebboune a été élu par la fraude, qui n'est pas reconnue, qui n'a rien réglé, que la Constitution, pareil. Mais il n'en demeure pas moins
que ce sont des gens qui se font appeler Monsieur le Président de la République, traités de président courageux par Macron, recevoir ils reçoivent de grands journaux, de grandes chaînes télé qui viennent leur donner des interviews, et eux, c'est tout ce qu'ils demandent. Ils n'ont jamais demandé l'assentiment du peuple, l'adhésion du peuple, autrement que par leurs nervis les plus visibles, ceux qui font la claque. Donc pourquoi ne serait-il pas tenté de reproduire la même chose pour le prochain Parlement et continuer comme ils l'ont toujours fait? Oui, mais cela ne peut pas être considéré comme un capital politique, bien au contraire. Les gens s'interrogent parce que l'Algérie est devenue un cas. Un cas d'un chef d'État qui est là et tout le peuple est dehors. Et il lui dit, tu n'es pas le chef de l'État, tu n'es pas élu. Bien sûr que ça demande vraiment d'aller voir qui sont ces gens. L'Algérie va devenir un cas à étudier parce que ce régime a défié la science politique, a défié les normes, a défié le suffrage universel, a défié la communauté nationale, a défié la communauté internationale. Je ne pense pas que ce soit un capital, bien au contraire. C'est devenu un cas qui est cité dans les grands séminaires, comment un peuple, des millions d'Algériens sont pendant 2 années dans la rue, et le régime s'entête maladivement à rester, quitte à mettre en péril tout un pays. Et restez avec nous, Karim Tabou. Brahim Younsi, sur ce point, avant d'aborder le deuxième volet de cette émission, sur ce point d'un régime qui s'arc-boute, il semble ne plus avoir le choix que de passer en force, et il semble vraisemblablement qu'une partie au moins de ce régime soit décidée à passer en force et à faire tenir ces élections coûte que coûte, même si tout annonce que ça se passera très mal. Alors, à votre avis, c'est de l'obstination, c'est une attitude suicidaire, les équilibres sont tellement rompus qu'il n'y a plus de véritable décision qui puisse prendre une décision à un temps soit peu raisonnable? Même si, à l'évidence, les équilibres seraient, je prends mes précautions, instables. Oui. Instables, et visiblement, les équilibres sont instables. Oui. Le pouvoir, le système est toujours passé en force. Toujours. Le 1er novembre, il est passé en force. Le 12 décembre, il est passé en force. À chaque fois, il est passé en force. Il est passé en force, ce n'est pas par faiblesse de la révolution. Quand vous dites le 1er novembre, ça veut dire les élections de la Constitution, le référendum. Voilà. Oui, le référendum. Ce n'est parce que le peuple algérien, et là je dis le peuple algérien, parce que c'est des millions, c'est une majorité qui s'exprime dans la rue, parce que le peuple en révolution, pour être plus clair, a décidé de maintenir le pacifisme, une manifestation pacifique. Les rapports de force auraient été différents. Et je crois que Boumela l'a dit samedi dernier, parce que je suis en phase avec lui. Si le peuple en révolution avait choisi, lui, la force, la violence, entre guillemets, oui, il y a longtemps que ce pouvoir serait tombé. Il y a longtemps que ce pouvoir... Ou alors l'inverse, il y a longtemps qu'il y aurait eu un bain de sang. C'est possible. En les années 90, il y a eu un bain de sang et ce régime n'est pas parti. Les situations ne sont plus les mêmes. C'est 2 contextes différents. Totalement, totalement. Là, vous avez, dans les années 90, nous étions éclatés, nous étions divisés. Aujourd'hui, il y a une unité du peuple et de la nation. Il y a une unité du peuple et de la nation. Ce peuple et cette nation désignent un adversaire, pour ne pas dire un ennemi, désignent un responsable ou leur responsable de ce qui se passe dans son pays, un responsable de la faillite du pays. C'est le système, c'est le pouvoir illégitime. Que veut le peuple? Veut une légitimité, donner une légitimité à toutes les institutions et au pouvoir qui serait l'émanation d'élections propres, honnêtes,
comme l'on dit généralement. Mais le régime ne trouverait pas son compte dans un tel scénario. C'est la raison pour laquelle... Oui. C'est la raison pour laquelle il est en train de faire éclater, et c'est là où nous revenons à la question des équilibres, oui. Parce que vous avez certains, et c'est ce que j'ai entendu, je reviens à samedi dernier, parce qu'entre deux acteurs importants, et qui n'ont pas la même position. L'un a une position, Boumala, sur la révolution, c'est la révolution qui décide, on ne peut pas décider en dehors du peuple. Et je suis désolé, Qadi Hassan, lui, est dans une configuration élitaire. Ce sont les élites ou ce sont ceux qu'il prétend être les représentants parce qu'ils ont été légitimés par la prison. Et il dit lui-même, c'est le pouvoir qui les a désignés comme représentants du Hirak. C'est-à-dire qu'il y a une position élitaire, ce sont les élites et seulement les élites qui doivent aller négocier, discuter pour avoir des élections de ce type, ou le peuple qui veut rompre. Moi, j'ai l'impression qu'il a dit que ce sont les forces qui sont écrémées naturellement par le Hirak, et non pas désignées par le pouvoir. Non, que le pouvoir génère par sa propre... Non, parce que le pouvoir a mis Tabou, Boumala et d'autres en prison, donc ils sont légitimement les représentants et légitimement les négociateurs du Hirak, entre guillemets, de la révolution. Pour un petit peu, d'abord soulever un peu cette histoire de légitimité carcérale, je ne pense pas que M. Tabou ait eu besoin de cette légitimité carcérale pour exister. En temps, il a été très jeune premier secrétaire du parti, premier secrétaire du FFS sous l'autorité de M. Aït Ahmed Yarhamou. Il y en a d'autres aussi qui n'avaient pas besoin de cette légitimité carcérale pour se faire admettre par le peuple. Je pense que c'est le fruit de son propre parcours. Et bon, on peut être en différence, en nuance avec lui, ne pas être d'accord, avoir des désaccords, ça c'est un autre débat. Mais c'est quand même une légitimité qui... Non, tout à fait. M. Boumala, qui est méritoire. Oui, non, c'est pas que le méritoire. Non, on l'acte parce que c'est une victime. Mais Brahim a dit quelque chose. C'est une victime pour le Hirak. Pour le Hirak. Non, c'est une victime pour tout Algérien qui se sent concerné par son pays. Oui. Voilà, c'est ce que, et Brahim l'a dit. Il a dit, c'est le pouvoir qui leur a donné cette légitimité carcérale. Moi, je me dis que pour certaines personnes, M. Boumala était connu sur la place d'Alger, il animait des émissions de télévision, il avait son côté intellectuel. Qadi Hassan est connu pour son parcours politique, de gauche, militant des années 80, il a été arrêté, il a produit, il est dans une dialectique. Par contre, la dialectique j'ai reconnu à travers les propos de Qadi Hassan, je n'ai pas vu toute l'émission, une certaine dialectique, on va dire marxiste un petit peu. M. Boumala, par contre, disait c'est une révolution. C'est une révolution. Et c'est ça, maintenant, il ne faut pas qu'on se trompe sur les concepts. Notre révolution, ce n'est pas une révolution bourgeoise. Ce n'est pas une révolution prolétarienne. C'est une révolution populaire. Brahim a insisté, et moi aussi, plusieurs fois en disant ça. Et là, on comprend mieux le discours de Boumala. Mais je pense que c'est des nuances qui peuvent tout à fait surmonter, je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a deux tendances. D'ailleurs, ils se sont un peu... C'est tant mieux. Voilà, il y a deux tendances qui ont des visions différentes. Et non, mais c'est là où se pose la question des équilibres. Quels sont les équilibres? Moi, je parle d'une toute autre forme d'équilibre. Moi, je parle des équilibres au sein du régime. Mais on va y arriver. Mais il y a des équilibres aussi, au sein de la révolution. Si les équilibres se rompaient dans la révolution, ce serait fâcheux. Ce que je voulais dire, quand on dit il y a peut-être des équilibres, souvent on a alerté ici que les décisions à l'époque de M. Gaïd Salah allaient peut-être mettre l'institution militaire en manque de cohésion. Là, on va y arriver parce qu'ils ne peuvent pas rester insensibles. Vous savez, pour quelqu'un qui a fait qui a été dans un parti politique, qui a fait de l'association, c'est des équilibres. Et là, je pense qu'ils sont en déséquilibre. Les choix vont arriver. Par contre, je voulais juste dire une chose qui me semble importante. C'est que tout ce qui arrive depuis la démission de M. Bouteflika, c'est le cœur nodal du pouvoir, c'est le commandement militaire. Il ne peut pas ôter sa responsabilité de tout ce qu'il ne peut pas s'exonérer de ses responsabilités. La campagne électorale, le référendum, la campagne électorale, c'est faite à partir des casernes. Oui. Ça, il faut le souligner. Aucun candidat n'a pu faire un meeting dans les grandes villes, que ce soit en Kabylie, un peu partout. Et tout ça, moi je dis une chose, qu'on ne se trompe pas de cible.
Il faut que l'armée fasse sa mutation. Quand vous entendez M. Bouchachi qui fait une déclaration en attendant un signe sérieux du système, je veux bien. Est-ce que M. Bouchachi a interprété qu'une partie du système était peut-être pour une transition? C'est toutes ces questions qu'il faudra ramasser. Justement, oui. Moi, en tout cas, l'impression que j'ai à travers ce que j'écoute, ce que j'entends, et notamment certains intellectuels, etc., comme Khadi Hassan, j'ai comme l'impression, parce que la discussion ou la négociation, entre guillemets, est entrevue. Elle est entrevue. Et ce qui me dérange, personnellement, même si je ne suis pas au cœur de cette révolution, c'est que, pour reprendre un mot de Trotsky, je le dis différemment, c'est qu'on jette le peuple à la mer et on passe à la feuille de route. Parce que chacun a sa feuille de route. C'est lourd de sens, ça. C'est très bien dit. Mais alors, Idir, avant de donner la parole à Karim Tabou, justement, vous m'avez amené là où je voulais venir. Vous voulez nous amener, vous? Où je voulais m'emmener. Vous êtes trop modeste. Alors, au sujet de l'oligarchie militaire, dans tout un chacun sait que toutes les décisions se prennent en son sein, comme on dit. Il n'y a aucun doute là-dessus. On est tous d'accord sur ça. Et vous avez dit une phrase très intéressante. Vous avez dit « les choix vont arriver de toutes les façons ». Tout à fait. Or, en ce moment même, il semble, ils ne vont pas publier ça sur l'APS ou sur la revue El Jeish, mais il semble fortement qu'il y ait des clivages très, très marqués au sein de l'oligarchie militaire, notamment de la police politique qui revient en force. Et il semble aussi qu'ils ne soient plus tournés vers les mêmes consensus, notamment cette présence de Tebboune qui devient de plus en plus contre-productive pour l'oligarchie elle-même. Elle est handicapante pour le système. Pour la tenue de ces élections, il y a une partie du régime qui n'est plus d'accord pour les mener à leur terme. Et surtout, c'est là où j'aimerais que vous puissiez nous en parler, ce que vous sentez. Surtout, c'est quelque chose d'inédit qui n'avait pas encore vraiment été discuté, de cette transition dont veut s'emparer le régime, une partie du régime, parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont plus d'autre choix, que c'est la seule issue qui leur reste, surtout avec l'arrivée de la crise économique qui va un peu déshabiller tout le monde. Et donc, sauf qu'eux, ils veulent aller vers une transition, mais vers une transition qu'ils contrôlent, dont ils contrôlent tous les mécanismes, tous les leviers. Dans ce cas, est-ce que ce serait une transition, vue comme ça et opérée comme ça ? Vous savez, cette transition, de toutes ces manières, cette transition ne pourra pas se faire sans les politiques. Soit les personnalités, soit les partis. Ça ne peut pas se faire sans. Ce que je veux dire, Brahim l'a dit, M. Tabou l'a dit, Karim Tabou l'a dit, l'heure va arriver où les clarifications doivent être absolument dites. On doit arriver vers cette phase de clarification. On prend deux exemples. Je ne parle pas du système, là. Je parle d'abord des hommes politiques et des femmes politiques. Madame Zoubida Assoul a parlé d'élections anticipées. Je crois que M. Tabou, tu me reprends, Karim, si je reprends pas ton idée, tu dis démission et organisation de la transition. C'est deux projets qui ne sont pas pareils. Comment organiser la transition? Maintenant, si l'armée, le corps nodal du système, le commandement militaire, fait sa mutation en disant c'est pas possible, quand on voit ces images, on se met à l'échelle du pays, on va muter, on va aller vers la transition. Ne faites pas qu'il y a des jeunes loups qui savent ce que c'est une transition, comment l'organiser. Il y a des schémas qui sont étudiés, comment faire, comment déconstruire, comment les chevaux, comment déconstruire la police politique qui va prendre du temps, quel va être le rapport, la subordination du pouvoir militaire. C'est devenu quasiment une science transitionnelle. Oui, c'est exactement ça, la justice transitionnelle. Il y a une niche qu'on appelle la transitologie en sociologie. Donc c'est à partir de ce moment-là que moi je pense que M. Tabou, M. Belabès, toute cette jeunesse-là pleine de vigueur, etc., je ne pense pas comme on dit, mais c'est impossible, parce qu'ils savent, ils ont vécu, ils ont eu des responsabilités, ils connaissent le fonctionnement du système, ça c'est un, et tout dépendra maintenant de la raison patriotique du commandement militaire. Il faut passer à une autre génération. Karim Tabou, donc si transition
se passe et si le régime tente d'y aller, mais avec sa propre vision de la transition, et non pas seulement pour assurer des bonnes conditions de son retrait, mais peut-être aussi pour essayer de garder un tant soit peu le pouvoir, sinon tout le pouvoir. Est-ce que ce serait une transition vue comme ça? Franchement, ce qui a marqué le Hirak, et que le Hirak a secrété une nouvelle conception des choses. Je m'explique. Les Algériens ne s'encombrent plus des mécanismes et du comment se sortir du piège. Les Algériens veulent que ça se termine et que la crise se termine et que la parole leur soit restituée. En fait, nous avons un Hirak qui juge les aboutissants. Il ne juge pas les méthodes ni les mécanismes. Moi, mon espoir personnel est que le Hirak, même si demain nous allons arriver à élire un président de la République qui soit vraiment l'expression de la volonté du peuple, le peuple doit rester comme contre-pouvoir. Il est là, il va assumer ses responsabilités. Et qu'en fait, le Hirak est parti pour qu'il soit le vrai contre-pouvoir. Désormais, les médiations possibles, qu'elles soient politiques, associatives, intellectuelles, sont nécessaires, mais le vrai contre-pouvoir reste le peuple lui-même. Donc, en termes de mécanisme, d'abord, le peuple ne peut pas accorder du crédit à un processus quelconque, à une procédure quelconque, s'il n'y a pas de volonté politique exprimée, vécue, ressentie par les Algériens. Ce n'est pas possible. Si les Algériens ne ressentent pas que désormais le vendredi il n'y a plus de barrage pour arriver à Alger et qu'ils peuvent sortir manifester, et là je précise juste un détail, quand j'entends un homme politique dire que même ceux qui boycottent vont avoir le droit de le faire, et puis on se pose la question, est-ce qu'ils vont laisser les gens passer à la télévision? Mais tout ça est vieux et ancien. En ce moment même, cette personne-là passe dans les télévisions, passe dans la radio, il est chaque matin à la radio chaîne 3. Et il ne se gêne pas de le faire, alors que les autres, ils sont emprisonnés, ils sont arrêtés, et qu'Alger est bouclé par des milliers de policiers et de gendarmes qui empêchent les Algériens de jouir de l'un des droits les plus élémentaires, qui est le droit de circuler. Ces gens-là sont condamnés par l'histoire. Ils ont choisi leur camp et ils cherchent des intérêts. L'histoire leur a réservé une bonne place dans, excusez-moi le terme, dans la poubelle. Oui. Sinon, le peuple algérien aujourd'hui, il demande que ce pouvoir parte et que l'Algérie retrouve un processus politique qui donne des garanties, qui permet aux Algériens d'exercer pleinement leur liberté, toutes les libertés sans distinction. Et à partir de là, les mécanismes, est-ce que nous allons passer par telle procédure ou telle autre procédure? Je pense que cela deviendra technique. Mais Karim Tabou, je pose la question non pas au président de parti, mais aux hirakistes. Si tant est qu'on vous pose la question pour vous dire c'est quoi la transition et par quoi devrions-nous commencer pour asseoir un début de quelque chose et pouvoir aller plus loin, qu'est-ce que vous diriez? La première des choses, c'est lever tous les obstacles à l'exercice des libertés. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de démocratie sans exercice plein des libertés. Aujourd'hui, sur le plan du processus du pouvoir, la Constitution est un obstacle à l'exercice des libertés. Il faut annuler cette Constitution. Le chef de l'État n'est pas élu par le peuple. Il doit démissionner, c'est la moindre des choses. Et qu'il y ait une transition qui soit menée
par le peuple lui-même. Elle doit avoir comme aboutissement la consécration de la démocratie dans l'exercice plein des libertés. Oui, mais sur un plan plus technique, si je vous demandais par quoi commencer? Par la constituante, par le président de la République, par une constitution? Qu'est-ce que vous préconiseriez comme démarche? Or, le premier acte serait de créer les conditions pour convaincre les Algériens, c'est annuler toutes ces lois liberticides. La deuxième serait un engagement public de l'institution militaire de ne plus s'immiscer dans les affaires politiques. La troisième serait de confier au Hirak, au peuple, la mise en place d'une vraie instance indépendante qui va consacrer et qui va traduire sur le terrain l'autodétermination du peuple algérien. On l'a fait par le passé. Et peut-être que qu'on s'est fait avoir en partie dans le processus de l'autodétermination en 62, maintenant nous pouvons le faire de nouveau. Et après, est-ce qu'il s'agit de mener une transition d'une année, de 6 mois, de 18 mois? Est-ce qu'il faut mettre en place un groupe de travail? Est-ce qu'il faut élire une Assemblée nationale constituante? Le tout serait d'établir des règles du jeu qui soient opposables et imposables à tous, et que les Algériens jouissent pleinement de leur liberté. Et restez avec nous, Karim Tabou. Vous vouliez intervenir et dire? Oui, un petit peu. Le principe de la transition, c'est de créer les conditions, parce que le seul moyen pour rendre la parole au peuple, c'est le pouvoir constituant, c'est l'élection d'une assemblée constituante. Et après ce qui s'est passé en 62, nous sommes restés sans constitution jusqu'en 1976, me semble-t-il. Donc c'est comment rendre au peuple algérien son pouvoir constituant. Au-delà quelqu'un d'autre pourrait vous dire il vaut mieux placer le président pour qu'il puisse surveiller, veiller à la bonne tenue des choses pour pouvoir élire des gens, les représentants de la conscience de façon très honnête, très sincère. Oui, quelqu'un, une force morale qui l'a surveillé pour que ce ne soit pas trop dilué. Non. Ce que disait monsieur Tabou, c'était abroger les lois liberticides, ouvrir le champ médiatique, etc. Nous avons eu une expérience en 90, elle s'est faite de manière débridée, elle s'est faite de manière anormale, elle s'est faite de manière orientée. C'est toutes ces erreurs-là qu'il ne faudra pas faire. Oui, mais Edel, comment faire pour abroger les lois, en faire de nouvelles, inciter l'armée à se retirer, alors qu'il n'y a aucune institution en place? Non, par contre, ce que l'on pourrait faire... Il n'y a ni parlement, ni président... Excusez-moi, c'est une question pertinente. Moi, je pense, et je passe sur le contrôle de Brahim, qu'une déclaration de constitutionnalité respectant les libertés, etc., peut servir d'une constitution intermédiaire. Et là, on pourrait abroger plein de choses. Tout ce qu'a dit M. Tabou. Qui va... Mais une fois que la transition, les mécanismes de la transition... Nous sommes en début de transition. Oui. Vous voulez, comme l'a préconisé Karim Tabou, nettoyer les écuries d'Ogia, renvoyer l'armée à ses casernes, mettre en place un dispositif, un arsenal législatif qui puisse permettre les libertés publiques et tout. Mais qui va être à la commande de tout ça? Maintenant, qui va être à la commande de tout ça? Si on part du principe qu'il y a des gens qui seraient légitimes à aller négocier avec le cœur nodal du pouvoir en disant voilà le mécanisme de la transition, voilà les personnes qui se feront... Comment se feront-ils, disons, adouber par Chabi? Ils ne sont pas très nombreux, les gens. C'est une question. C'est une vraie question. C'est une vraie question. À ce moment-là, c'est facile d'organiser la transition, vous savez. Et, pour moi, j'ai un schéma directeur. C'est facile quand vous avez des gens qui sont à la manœuvre. À la manœuvre. Mais moi, je pense que toutes les personnes sensées savent que cette transition doit être négociée centimètre par centimètre avec l'état-major. Ça ne peut pas se faire dans ce cadre-là. Vous savez, pour ne pas les personnes. Je ne suis pas légitime à dire que c'est M. Brahim mais on est en train de faire des plans sur la comète, mais on ne dit pas qui va faire quoi. Parce que, en l'occurrence, et pour le moment, le Hirak est en train de dire je ne veux personne pour me représenter. Ah, mais dans ce cas-là, c'est un dialogue de sourds. Hein. C'est impossible d'avancer à ce moment-là. Il faut avoir la science il faut avoir la science du compromis aussi. À un moment donné, s'il faudra passer à la hussarde, il faut passer à la hussarde. Alors, Brahim, sur ce point. Dans les conditions où nous sommes, dans ces conditions-là, alors qu'il n'y a pas de rapprochement, si j'ose dire,
entre ceux qui détiennent le pouvoir et qui détiennent, j'allais dire, la propriété aussi, mais ils ne détiennent plus l'idéologie, ceux qui sont au pouvoir. Si tant est qu'ils en aient une. Oui, bon, ils en ont eu. Bon, ils ont rassemblé au nom d'une idéologie. Bref, mais la révolution, elle, attend les ouvertures. Mais c'est que les ouvertures ne viennent pas. Oui. Une fois les ouvertures vraiment visibles deviennent visibles, le Hirak va entamer une autre dynamique. Il est dans une autre. Alors, merci de m'avoir amené où je voulais vous poser la question. Encore une fois. Donc, une fois les réformes devenues visibles, là, mais qui va les ouvertures, c'est le régime lui-même qui prend les rênes de la transition, qui les mène en fonction de ce qu'il voit lui. Le pouvoir, pas forcément. Le pouvoir doit. D'ailleurs, toutes les décisions qui ont été prises, la Constitution, le président de la République, etc., certaines institutions, etc., sont caduques du point de vue de la révolution. Les révolutions ne sont faites que pour faire tomber des régimes et des systèmes. Renverser. Oui, faire tomber des régimes et des systèmes. Or, nous pouvons considérer que ce système est en train de tomber. C'est la raison pour laquelle il sollicite des soutiens, y compris ceux que la Révolution a mis en marge, que la Révolution a vomi, la Révolution a jeté. Ils sont en train de revenir parce qu'il n'y a plus de soutien ailleurs. Quelques personnalités, entre guillemets, quelques partis déjà obsolètes, et surtout certaines personnalités qui sont aujourd'hui au service et qui se mettent au service de ce pouvoir et qui lui apportent un soutien. Mais à côté, Brahim aussi, à côté de ce que vous êtes en train de nous dire, c'était la deuxième thématique de l'émission, hein, je rappelle. Ce régime va devoir aller à une transition qu'il conduira lui-même, ou du moins dont il maîtrisera les principaux leviers pour, nous dira-t-il, ménager les conditions de son propre départ et les préparer, mais pas seulement. Il n'y a qu'un seul. Comment faire pour empêcher que ces leviers qui sont à sa disposition, de toute façon, l'administration, l'armée, la police, l'argent, les journaux, tout est entre ses mains. Comment faire pour l'empêcher, une fois qu'il sera dans le train de la transition, lui-même, parce qu'on ne pourra pas la faire sans lui. Vous êtes d'accord ? On ne pourra pas la faire sans lui. Non, on peut la faire une transition organisée, oui. Évidemment. S'il est dans une situation... Elle ne peut être que comme ça, elle ne peut pas être ailleurs, sinon c'est la guerre civile. Oui. S'il est dans une situation... Oui, enfin la guerre civile, je ne sais pas, mais en tout cas une révolution qui passerait à une autre étape. À une autre forme d'expression. Qui passerait effectivement à une autre étape. J'ai cité une phrase tout à l'heure à mon ami dire, je ne vais pas le faire publiquement. Oui, tout à fait, oui, c'est pas mal. Bon, je ne vais pas le faire publiquement. Mais il y a aussi des révolutions qui n'étaient pas pacifiques, pour être doux. Bon, cette révolution pourra, si on ne lui donne pas ce qu'elle demande, c'est-à-dire la démocratie, c'est la démocratie, c'est-à-dire que le peuple est souverain et il est l'origine du pouvoir. Tout à fait. Les articles 7 et 8, comme disent les Algériens encore aujourd'hui, si nous n'allons pas vers la source du pouvoir, c'est-à-dire le peuple peut aller chercher le pouvoir. Tout à fait. Et Brahim l'a suggéré déjà plusieurs fois. À ce moment-là, on rentrerait dans ce que j'appelle, moi, la rupture du consentement à l'autorité et l'occupation des lieux de pouvoir. Il ne faut pas y arriver. Oui. Il ne faut pas y arriver. Cependant, quand vous dites ça, M. Benchenouf, ils détiennent tous les leviers. Les gens qui sont censés mener la transition, si ils sont dans une espèce de transparence, de clarté, avec ces millions d'Algériens qui sont dans la rue, croyez-moi que le rapport de force va être complètement inversé. C'est cette ouverture dont on parlait, Brahim. Si le cœur nodal du pouvoir fait les ouvertures nécessaires et sérieuses, ceux qui seront amenés à négocier à la place du peuple, non pas simplement les libertés, aller vers le processus constituant, comment normer le champ politique, comment normer le champ sociétal, comment normer, travailler véritablement à un projet pour l'Algérie. Là, à ce moment-là, il n'y a aucun souci.
Il y a qu'une Alors, seule chose, je si je peux me signale permettre. juste que nous avons perdu Karim Tabou. Nous n'arrivons pas à le joindre, mais allez-y. Il n'y a qu'une seule chose dont le pouvoir devra être chargé, parce qu'il est en place, c'est la sécurité. Mais dans la perspective où il y a ces ouvertures, on les voit, ces ouvertures, elles sont visibles. D'abord, déclarer caduque et la Constitution et certaines lois, comme le disait Karim Tabou, liberticides, etc., etc. Toutes les mesures et tout ce qui a été fait depuis... Tous les freins à l'émancipation du peuple, voilà, Absolument. tout à fait. Ouais. Voilà. Oui, mais quand vous dites... Parce qu'il ne faut pas quand même désespérer la révolution. Donc, oui, évidemment, bien sûr. Juste, monsieur oui, Bensenou, je vous en prie. c'est-à-dire que quand... vos questions, moi je les entends, c'est-à-dire la faisabilité, donner du concret, donner le... Je comprends. Mais vous savez, en politique, il y a des moments où tout s'éclaircit. Le seul souci, c'est qu'on a évoqué les choses de manière un peu... parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, je veux dire, ça paraît évident. Quand on parlait de cohésion ou pas de cohésion, on est en équilibre instable, c'est évident. Et ce qui nous tient à cœur, c'est quoi? C'est que, Brahim l'a suggéré aussi, c'est que ce soit une transition ordonnée, pacifique, apaisée. C'est les trois... mais justement, oui. si c'est le régime qui prend la direction de la transition, chose qui semble se confirmer tous les jours, parce qu'il n'a pas le choix, il est face à un mur. Son seul exutoire, le seul qui lui reste aujourd'hui, est d'aller vers une transition. Surtout que cette transition est un tant soit peu rassurante pour lui. Pourquoi? Parce qu'elle va lui permettre de négocier les conditions de son départ. Parce qu'une transition, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça peut prendre des années. Et parce qu'une transition menée par lui peut lui permettre de changer, j'allais dire, les paradigmes, les rails. Très, très subtilement, de façon très... À partir du moment où il dispose de tous les éléments de décision et de la ressource financière. Donc, le problème est comment on fait... Parce que nous allons y aller vers cette... Moi, j'ai l'impression, à Dieu ne plaise, que nous n'irons jamais vers la violence. Donc, il ne reste plus que l'autre possibilité qui est celle de la transition, menée par le régime. Mais si elle est menée par le régime, c'est là où je voulais vous amener tous les deux. Comment faire pour empêcher que, sous prétexte de partir doucement, en douceur et de ménager les conditions de son départ, qu'il ne revienne pas aux mêmes tentations qui ont été les siennes, de mettre le grappin sur l'Algérie nouvelle, comme il dit lui-même. Vous savez, si d'abord il y a des signes d'ouverture évidents, ne vous inquiétez pas qu'ils ont déjà pensé. Moi, je ne parlerai même pas de négocier leur départ, parce que c'est une nouvelle génération qui va arriver en plus au niveau du commandement militaire. On a besoin d'une institution militaire forte, on a besoin de son intelligence économique, de son intelligence extérieure, de protéger nos frontières, etc., etc. Donc, l'armée, qui pour moi n'est pas, c'est pas une institution constitutionnelle de toutes les manières, me semble-t-il. Ça ne devrait pas l'être, puisque elle doit rester dans ses attributions constitutionnelles. Mais est-ce que ça passe aussi, si vous l'avez suggéré, que la Constitution, ou c'est Brahim ou M. Tabou, je ne sais plus, qui a dit donc suspendre la Constitution, celle issue du référendum, et ça nous enlève l'article 30 alinéa 4. Parce que l'armée, le cœur nodal de l'armée, tout ce qu'elle fait est constitutionnel. Ah oui, maintenant. Maintenant. Oui. Donc il y a ça à négocier. Ce sera Moi, je ne parle pas du système, enfin, du commandement militaire comme étant uniquement un système rentier. Vous comprenez? Alors, nous venons de joindre de nouveau Karim Tabou. Karim Tabou, comment faire éventuellement si le régime est tenté, un temps soit peu, d'aller vers cette transition qui semble être devenue le seul choix qui lui reste, et s'il tente d'instrumentaliser tous les leviers dont il dispose, comment faire pour accepter qu'il soit de la transition sans pour autant qu'il la conduise? En tout cas, Mohamed Harbi dit que la démocratie est une ambiance sociale.
Et dans la démocratie, il y a deux types, en fait, il y a deux types de démocratie. Il y a la démocratie d'appareil, celle que nous avons vécue avec du faire semblant de tout point de vue, et un autre type de démocratie qui s'impose à nous, qui est là, qui est porté par la révolution, c'est la démocratie dynamique. C'est le peuple qui est là, qui participe pleinement à la prise de décision. Si demain, il y a des décisions fortes qui sont imposées par le Hirak, parce qu'on considère que le Hirak, il est là, et toute personne voulant vraiment écouter et aller dans le sens du Hirak, ça doit commencer par une prise de mesures sérieuses qui puissent justement rétablir cette ambiance sociale. À savoir l'exercice des libertés, la levée de tous les goulots aux manifestations et à l'exercice des libertés, et puis des déclarations franches, concrètes, publiques, pour que les institutions, notamment sécuritaires et celles qui gèrent les finances, etc., ne s'immiscent plus dans les affaires politiques et que la police politique ne soit plus le faiseur de décisions et d'élus. À partir de là, nous pouvons facilement, amplement engager cette révolution dans la mise en place d'une autre instance qui va élaborer les mécanismes de gestion de la transition et au cœur de cette transition, une vraie loi électorale qui va consacrer la volonté du peuple. Nous pouvons simultanément élire un président et une assemblée nationale constituante, mais à ce niveau-là, je ne veux pas m'aventurer parce que cela relève, pour moi, relève du technique. Le plus important étant de créer les conditions politiques. Mais encore une fois, si le pouvoir, si la police politique, si les militaires continuent de ruser, de tenter la manœuvre, évidemment, le peuple algérien sera là et il va mettre en échec, comme il l'a fait par le passé, depuis le début du Hirak. Si nous calculons en nombre de manœuvres faites pour détourner le Hirak de sa direction, le nombre de manœuvres de division, le nombre de manœuvres de manipulation qu'il y a eu, et que la jeunesse algérienne, que le Hirak a déjoué, vraiment le Hirak mérite qu'on lui fasse confiance. Alors, Karim Tabou, c'est le dernier tour de micro. J'ai 3 questions entre plusieurs autres qui nous ont été posées sur la page Facebook. Je vous laisse choisir celle qui vous intéresse pour y répondre. Miles Davis, c'est un pseudonyme. Le vote sera plus important car c'est local. Ils vont jouer là-dessus pour se légitimer. Le deuxième, Zarrouk Ben Mokhtar. Quel rôle est donné à Sofiane Gilali par le régime aux prochaines élections? Et la troisième question, Mohamed Aouine. Que faut-il faire pour faire fléchir la position de ce régime? Les marches de vendredi et de mardi n'ont pas encore suffi. Karim Tabou, je vous laisse répondre à celle qui vous intéresse le plus. Je pense que les marches du vendredi et du mardi devront prendre encore de l'ampleur. La pression est là. Et contrairement à ce que laissent entendre les relais du pouvoir, que le Hirak ne gêne pas, ce n'est pas le cas. Lorsque vous voyez comment le pouvoir mobilise tous ces mercenaires à tous les niveaux, au niveau de la presse, au niveau des relais locaux mafieux qui essaient par tous les moyens de bloquer le Hirak, il est là, il est en train de faire l'histoire. Merci Karim Tabou, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Brahim Younsi, les 2 autres questions. Quel rôle est donné à Sofiane Gilali par le régime aux prochaines élections? Mohamed Aouine, que faut-il faire pour... le premier est ils vont jouer là-dessus pour se légitimer. Le vote sera plus important car c'est local. Et c'est vrai, ce vote sera local, c'est pas comme les présidentielles. Les gens seront intéressés à voter parce qu'ils connaissent les candidats qui se présentent, ils sont de chez eux.
Ça pourrait servir le au régime. pouvoir. Oui, oui, évidemment. On pourrait booster un petit peu le taux de participation, peut-être. Pas les élections locales. Ah, les non, on parlait des législatives. élections locales. Oui, Oui, mais les non. législatives sont prises. Oui. Les candidats sont du terroir, quoi, je veux dire. Est-ce que le temps permettra ce type de... Ce serait une manœuvre grossière. Non, Ce non. serait... De toutes les façons, parce qu'on a parlé de transition et je crois que c'est de cela dont il s'agit, ce pouvoir ne passera jamais le relais. Il ne passera jamais le relais. Parce qu'il s'est toujours mis, passez-moi l'expression, pour le pommier gravitationnel. Tout doit, c'est lui qui fait tomber la pomme. Oui. C'est de lui que doivent la gravitation dépend. Le maître des horloges. Donc il ne faut pas, à mon avis, moi personnellement, je n'en attends rien, et c'est la raison pour laquelle les positions de certaines élites gênent la révolution. Vous ne mettez pas élite entre guillemets? J'ai dit certaines. Certaines. Certaines Oui, mais élites. certaines, elles peuvent être honorables. C'est les précautions Non, mais d'usage. elles peuvent être honorables, mais on parle de position politique. D'accord. Il y a des personnalités très honorables Qui ont des positions politiques abjectes. Oui, bon. Tout à fait. Ou divergentes de ce que nous pensons, de clivantes. ce pour ne nous placer à titre individuel. Et ce qui me dérange chez ces élites, c'est qu'elles ne sont pas, ou jamais elles ne sont en cohérence avec leur position théorique. Leur position politique diverge avec leur position théorique. C'est ça, ils tiennent un discours, mais dans les faits, dans la pratique politique, ils font tout l'inverse, tout le contraire. Aller, pour moi, à Almoradia, c'est comme aller à Munich. C'est fort, hein. C'est comme aller à Munich. C'est fort, Brahim. Et quand Daladier est revenu, pour ne parler que de lui, quand il atterrit au Bourget, les Français sont venus en masse pour l'applaudir. Qu'est-ce qu'il dit? Les imbéciles. Les imbéciles. Pourquoi? Et selon Sartre... C'est après Munich. Mais Sartre dit non, il n'a pas dit les imbéciles. Pardonnez-moi, passez-moi l'expression. Il a dit les cons. Alors, j'aimerais vous poser une question. Non, par rapport aux deux, monsieur... Vous voulez répondre à une des questions? Et Mal Davis, oui, Alors, je suis quel leur rôle est donné commentaire. à Sofiane Gilali par le régime aux prochaines élections? Moi, je ne pense pas. De toute façon, seul M. Sofiane Gilali le sait. De toutes les manières, les conditions par lesquelles il s'est rapproché. S'il a une stratégie d'appareil, il est dans sa logique. Donc, j'ai pas de Mais comme l'a dit commentaire à Ken faire Tabou là-dessus. tout à l'heure, c'est devenu la coqueluche des médias du régime. Oui, non, mais tous les jours. écoutez, je vais Ça veut parler dire qu'on lui aussi- réserve un certain rôle. Ouais, mais c'est clair, mais vous savez, quand il y a eu la bataille organique au sein du FFS et que M. Lascris a été débarqué, qu'une nouvelle direction a été élue, je vous ferai remarquer que le FFS a quitté le PAD, et que pendant 2-3 mois, il fait l'ouverture du 20h de Canal Algérie. Il y a des signes évidents aussi, je veux dire par là. Ouais. Et c'est ce que disait Brahim, ils sont en train de se préparer à un ensemble de partis et d'associations pour arriver à une majorité présidentielle. C'est pour répondre à M. Belmokhtar. Par contre, voilà. Là, je voulais vous poser une question. Oui. Beaucoup de gens semblent dire non, il faut faire la transition sans ce régime. Est-ce que ça vous semble faisable? Moi, rationnellement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce ne serait plus une transition. Non, sauf Ce serait une si- prise de pouvoir. Oui, exactement. Vous savez, Brahim et moi, on le dit un peu de temps en temps de manière subliminale, il ne faut pas arriver à ces extrémités-là. Il faut laisser le temps à la négociation. Il faut avoir le sens du compromis. C'est très important, le sens du compromis. Cette transition va mettre, on est en désaccord de temps en temps avec Brahim, va mettre du temps, M. Benchenouf. C'est évident. Ce peuple, cette jeunesse, elle est avide de liberté, avide de démocratie, elle est avide d'un état de droit où l'individu, le citoyen, est respecté. Excuse-moi, Brahim, tu voulais intervenir. Et ce sera le dernier tour. Vous aurez chacun une minute. Brahim Younsi, à partir de vous. Ce sera le mot de la fin. Certains veulent, je dis toujours certains, et on les entend, on les lit, Ils se reconnaîtront. veulent absolument que la révolution capitule.
Bien sûr, on demande aussi la capitulation de l'autre côté, parce que vous parliez du régime. Bien sûr qu'il faut, nous voulons maintenir la paix civile en Algérie. Il faut que la paix civile demeure. Mais celui qui est en train de mettre en péril la paix civile, parce qu'il ne veut pas écouter le peuple qui réclame qui exige depuis 2 ans que l'on change de système, qu'on appuie sur le bouton reset. Il faut absolument repartir à zéro. Ça, c'est le pouvoir qui doit le faire. Comprendre. On arrête tout. Tout est caduc. Tout ce qui s'est fait depuis, disons, le 22 février par le pouvoir est caduc. Tout est caduc. Et on repart sur de... Mais la révolution ne capitulera pas. Je ne crois pas. Oui. Elle est partie, et il n'y aura pas de capitulation. Alors, Karim Tabou, vous avez moins de 2 minutes pour le mot de la fin, le dernier tour de micro. En tout cas, pour moi, au-delà de toutes les idées qui sont proposées par les uns et les autres, le peuple algérien a fait son choix. Il a engagé une bataille pacifique dans un cadre de l'unité nationale. Il revendique l'état de droit, une justice indépendante à travers des mécanismes démocratiques qui permettront sans exclusion à toutes les opinions de s'exprimer dans un cadre organisé, dans des règles du jeu qui soient opposables et imposables à tous. Merci. Voilà le plan général. Le reste relève du débat, et le débat démocratique ne peut que donner encore un plus à la révolution et à la maturité politique des Algériennes et des Algériens. Merci Karim Idir-Nouroun. Pour le coup, vous avez le mot de la fin. Oui, ce que je voulais dire, c'est que qu'est-ce qui risque de se passer? D'abord, il y a des velléités sur le Hirak parisien, même peut-être en Algérie, sur certains clivages qui apparaissent. Moi, j'appelle, je ne suis pas légitime à appeler, mais moi, je demanderai à ces personnes-là, comment leur dire ça, c'est-à-dire d'apprendre à se vivre mutuellement, à la fois avec nos conflictualités et nos désaccords. C'est important, mais ne pas aller vers ce système de violence verbale qui peut arriver vers une violence physique. Tout ça, la révolution n'en a pas besoin. Et si la révolution, moi je pense, va les disqualifier, ces gens-là, qu'ils prennent la mesure de ce qu'ils font actuellement, que ce soit en Algérie ou ici. Et par rapport à ce que disaient Ibrahim et M. Karim Tabou, je pense que les ouvertures vont se faire, probablement. Inévitablement, elles vont se faire. Et le chemin est tracé. Maintenant, il faudra attendre tout simplement. Et c'est regrettable de dire ça. Il faut que les ouvertures se fassent et que ce soit de grandes ouvertures, parce qu'il faut se mettre à l'échelle du pays, au destin du pays. Voilà, tout simplement. Merci Idir-Nouroun, merci Brahim Younsi, merci Karim Tabou, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Moi, je résumerai ce que vient de dire mon ami Idir-Nouroun, parce qu'on dit d'habitude, Selmiya, Selmiya, Khawa, Khawa. Qala khair.